Libre de droit, un podcast pensé par l'Alliance des avocats pour les droits de l'homme. Fondée en 2009, l'Alliance des avocats pour les droits de l'homme crée un lien unique entre près de 200 associations de protection des droits humains et plus de 26 000 avocats et avocates engagés pour leur défense. Bienvenue dans cet épisode de Libre de droit, un podcast créé pour mettre en lumière les lacunes du droit, les initiatives individuelles qui permettent de faire bouger les lignes et réfléchir sur de nouveaux moyens d'action pour l'avenir. Nous mènerons ensemble ces réflexions en faisant intervenir dans chaque épisode une association partenaire et un avocat ou une avocate membre de l'Alliance autour d'une thématique commune. Cet épisode sera dédié à la thématique de la justice pénale des mineurs. Quel est l'état des lieux actuel de la délinquance juvénile en France? Et quels sont les différents dispositifs qui existent pour une meilleure prise en charge de ces mineurs? Et pour y répondre, nous donnerons la parole à Madame Cécile Berthaud, responsable nationale France chez Grandir Dignement, dont le mandat est de lutter pour garantir le respect des droits des mineurs en conflit avec la loi dans le milieu carcéral. Nous accueillerons également la parole de Maître Kathleen Taïb, avocate pénaliste, membre de l'antenne des mineurs du barreau de Paris et membre de l'Alliance. Bonne écoute! Bonjour Cécile, tu travailles pour l'association Grandir Dignement. Est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter et présenter ton association ? Alors moi je suis Cécile Berthaud, je suis la responsable France de l'association Grandir Dignement qui intervient dans 3 pays différents, Madagascar historiquement, le Niger et la France. Grandir Dignement travaille pour une meilleure connaissance, une meilleure reconnaissance et la bonne application des droits de l'homme et notamment des droits de l'enfant. Donc du coup, à Grandir Dignement, votre travail se base notamment sur la Convention internationale des droits de l'enfant. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quels sont les principes de cette convention et comment ils s'appliquent dans votre pratique ? Notre travail consiste beaucoup à faire du plaidoyer au niveau de la CIDE. Une petite précision ici, la CIDE, c'est la Convention internationale des droits de l'enfant. Elle a été adoptée en 1989 à l'unanimité par l'Assemblée générale des Nations unies. La principale disposition de cette convention est la reconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les actions qui sont mises en place pour lui. C'est quelque chose que nous mettons particulièrement en œuvre puisque l'enfant participe intégralement dans la mise en place des processus d'accompagnement qui peuvent lui être proposés. Et donc il est vraiment, sa parole et sa place est toujours centrale. Ce qui coïncide aussi avec l'article 12 sur le principe que l'enfant est entendu. On a aussi dans nos interventions en milieu carcéral, on a toujours à cœur de mettre l'article 37 qui est sur la sécurité des enfants et notamment que les enfants ne soient pas torturés, bien sûr qu'il n'y ait pas de traitement cruel ou inhumain. Et ça dégradant. beaucoup à l'international aussi, Bien sûr. Après, il faut l'entendre au sens très large. La France a aussi du travail à faire. On sait que certaines maisons d'arrêt ont déjà été reconnues coupables de non-respect. Vous parliez des fouilles intempestives à nu. Voilà, certaines maisons d'arrêt ont déjà été reconnues coupables de fouilles ciblées et à nu, donc de traitements qui sont inhumains. Illégaux en plus, et puis vous faire fouiller 2 fois par semaine à nu. On a eu un exemple tout à l'heure, mais avec des flexions pour tout vérifier. Enfin, c'est quelque chose qui est très violent. Très intrusif. C'est très intrusif. Et c'est le respect de ton corps qui n'est pas. C'est pour ça qui est bafoué. Pour poser un cadre sur l'état des lieux de la délinquance juvénile en France et de la détention, est-ce que tu aurais des chiffres à nous donner sur la proportion des mineurs détenus en France ? Alors actuellement, les derniers chiffres que nous avons datent de décembre 2021. Il y a 666 mineurs qui sont détenus en France. Ça ne prend pas en compte les mineurs qui sont placés dans des centres éducatifs, donc qui peuvent être des centres éducatifs fermés. Et les 666 coïncident juste à des mineurs qui sont en quartier mineur. D'accord. Et a-t-on pu constater une augmentation de cette délinquance avec la crise sanitaire et le confinement ? On constate au contraire que les enfants ont été plus touchés par les violences familiales et les violences sexuelles et physiques familiales du fait de l'enfermement lié au confinement, aux différents confinements qui a pu avoir lieu. Donc les enfants ont été plutôt victimes que acteurs. Alors, de manière plus globale, pourrais-tu nous dire pour quelles infractions les mineurs sont le plus souvent incarcérés ou placés ? Là, j'ai des chiffres de 2019 pour les principales infractions commises par les mineurs. Et on constate que les 2 raisons principales, mais vraiment majoritairement, c'est les vols et recels aggravés et les coups et violences volontaires.
Alors, au cours de la dernière campagne présidentielle, certains candidats proposaient de durcir la justice pénale des mineurs, avec notamment la création de plus de centres de placement fermés, les CEF. Alors, pour y voir plus clair, est-ce que tu pourrais un petit peu nous présenter les différents centres de placement qui existent et nous parler de leurs rôles respectifs? Bien sûr. Dans la justice des mineurs, ce qui est important de bien signaler en France, on met en place le principe de l'éducatif. Et le CEF dont vous parlez, donc les centres éducatifs fermés, en font partie. C'est une structure qui est en effet une alternative à l'incarcération et qui a une vingtaine d'années maintenant en France et qui permet entre 8 et 12 mineurs, donc c'est des petits groupes qui sont des multirécidivistes, d'être placés par des magistrats compétents. Donc c'est vraiment un placement fait par le juge à la suite d'actes délictueux ou criminels. Il faut savoir que ces CEF complètent déjà un ensemble d'établissements éducatifs et d'établissements d'insertion aussi. D'accord. Le CEF, c'est la dernière étape, c'est pas très beau, mais c'est la dernière limite avant de passer en quartier mineur qui là est un enfermement en maison d'arrêt. Donc le quartier mineur, c'est vraiment, on parle de détention. Là, on est en détention, en maison d'arrêt. Enfin, c'est vraiment les CEF. Il y a vraiment un côté éducatif qu'il n'y a pas en quartier mineur. Donc ça se voit au niveau des activités qui sont proposées. Oui, il y a beaucoup d'éducateurs en centre éducatif fermé. Ils sont, c'est des petits groupes. Et parmi ces alternatives, il existe aussi des CER. Est-ce que tu pourrais nous parler en 2 mots de ces centres-là? Alors, les CER, c'est les centres éducatifs renforcés, qui accueillent des groupes encore plus petits, de 6 à 8 mineurs délinquants, qui ont commis des faits. Oui, alors justement, tu m'as expliqué tout à l'heure qu'à Grandir dignement, vous n'aimiez pas utiliser le mot délinquant. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quel mot on doit utiliser et pourquoi? Nous, on parle de mineurs sous main de justice en France, en conflit avec la loi à l'international, mais en fait, le principe de la délinquance, dans notre vision, c'est qu'un délinquant, c'est une étiquette que tu gardes. T'as été délinquant, tu es délinquant. Du coup, à partir du moment où il est délinquant, ça reste un délinquant. Alors que s'il est sous main de justice, à un moment donné, il est sous main de justice, mais quand il n'est plus sous main de justice, c'est un mineur comme un autre. Et voilà, et on peut pas définir quelqu'un par un acte qu'il a fait à 13 ans avec son groupe. Quand on les accompagne à grandir dignement, ils peuvent déjà ne plus être sous main de justice. Ils peuvent avoir fini leur parcours judiciaire. C'est juste des enfants qu'on accompagne pour qu'ils puissent construire un projet de vie, un projet individuel ou professionnel, social, un projet qui leur ressemble et qui leur permet de s'insérer. Et qu'on fait pour ça ils ont besoin d'accompagnement. C'est quelque chose qui est pas du tout inné pour eux. C'est souvent des jeunes qui viennent de loin, pour qui l'insertion dans la société déjà est une notion qu'ils ne connaissent pas. Et si vous leur posez la question, très souvent ils vous diront qu'ils n'ont jamais été insérés dans la société, même avant d'avoir commencé, d'être rentrés dans ce processus, dans ces procédures judiciaires. Voilà, ils font partie d'un groupe, ils font partie d'une communauté qui généralement ça s'arrête à la communauté, les voisins, le groupe d'amis, ce qui entraîne beaucoup de frustration et qui peut entraîner beaucoup de colère justement quant à la peine. Les peines d'emprisonnement ou les peines en placement éducatif, fermé ou renforcé, coïncident pas forcément, ce sont pas toujours logiques comme réponse par rapport aux faits qui ont pu être commis, qui ont été reconnus comme étant commis. Et du coup, dans le sens où elle propose un enfermement plutôt que une réparation qui est tangible vis-à-vis de la victime par exemple. Et du coup, il faut réexpliquer que c'est par rapport à la société que ces centres, donc ces peines sont mises en place, c'est pour la société, c'est pas tant pour la victime, mais c'est par rapport à la réparation par rapport à la société. Et donc ça veut dire que tu es citoyen et que tu fais partie d'un tout, et que ce tout doit être réparé, respecté, alors que ils ont pas ces notions, cette conscience-là. Oui, et du coup, justement, est-ce que selon toi, il serait possible d'améliorer la réponse donnée par ces centres de placement pour notamment favoriser une meilleure réparation des faits commis? Bien sûr. Après, il y a quand même vraiment une réalité de on a parlé des centres éducatifs fermés, des centres éducatifs renforcés. Il y a tout un panel avant qui est sur l'éducatif, l'accompagnement éducatif, pour leur apporter une explication, leur apporter un cadre, leur permettre de se reprendre. On part du principe qu'ils sont mineurs, donc ils n'ont pas forcément, même s'ils ont l'âge de réparer la faute qu'ils ont commise, les réparations peuvent être très pratiques. Donc en France, on a quand même sur les alternatives à la détention et tout ce processus
ce parcours éducatif qui est mis en place. C'est quelque chose qui est très important et on peut toujours aller plus loin et trouver, bien sûr, le système n'est pas parfait pour tout le monde et on peut toujours essayer d'être plus dans l'explication, plus dans l'individualité, dans la prise en compte de chaque individu. Bon, ça c'est dans l'idéal. La réalité, on se rend bien compte que c'est pas tangible, enfin c'est pas faisable. On essaye nous à Grandir-Dignement de proposer des alternatives à la détention. Enfin, l'accompagnement comme on le propose peut être entendu comme une alternative à la détention, peut être demandé par le juge comme étant une alternative. Parce que peut-être pour recontextualiser, vous proposez alors à Grandir-Dignement, on propose des parcours de remobilisation socio-professionnelle et notamment grâce à une approche liée à la citoyenneté, on en parlait, de faire partie voilà. Et c'est en lien avec le service civique. Donc on propose aux jeunes qui le souhaitent, c'est un engagement qu'ils prennent au sein de l'association, de signer un service civique, le service civique adapté. Et donc nous l'adaptons en volume horaire. On travaille avec le tissu local, associatif, donc à Nancy et à Metz, on propose le service civique dit adapté, et où en fait les jeunes vont pouvoir expérimenter des actions de solidarité, de citoyenneté. La prise de confiance en eux, le respect qu'ils gagnent aussi en eux-mêmes est important et ça leur permet du coup de se visualiser au plus loin. Cet accompagnement est aussi doublé d'un accompagnement individuel sur sur les démarches administratives, le logement, la santé, et d'un accompagnement plus professionnel où le jeune va pouvoir là encore expérimenter avec des professionnels dans différentes structures qui vont les accueillir afin qu'on puisse construire avec lui un projet pro qui soit vraiment très très personnalisé et qui corresponde à vraiment ses envies et ses compétences. Bonjour Maître Tayeb, merci beaucoup d'avoir accepté d'intervenir sur ce podcast. Est-ce qu'on peut d'abord te demander de te présenter ? Oui, bonjour, merci à vous, c'est un plaisir. Moi, je m'appelle Kathleen Tayeb, je suis avocate au barreau de Paris, je suis pénaliste et j'ai rejoint il y a à peu près 3 ans l'antenne des mineurs, qui est une antenne au sein du barreau de Paris, qui regroupe des avocats qui sont formés spécifiquement pour le droit des mineurs et qui vont défendre du coup les mineurs, que ce soit les mineurs délinquants, les mineurs auteurs ou les mineurs victimes et au civil ou au pénal. Voilà. Et donc par rapport à ça, c'est une partie de mon activité. Et puis sinon voilà, je fais ce métier depuis presque 10 ans et toujours aussi agréable. Merci pour cette présentation, Kathleen. Bon, on va forcément parler de droit des mineurs, surtout que c'est le thème du podcast d'aujourd'hui. Donc, est-ce que tu pourrais nous faire part du cadre juridique qui existe en France pour les mineurs en conflit avec la loi et comment celui-ci s'articule avec des textes internationaux comme la Convention internationale des droits de l'enfant ? Alors, grosse question. Alors, le cadre juridique des droits des mineurs en France, justement, vous êtes à point sur le timing, puisqu'il a été complètement bouleversé par une réforme qui date de l'année dernière, qui avait été mise en place notamment sous le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Avant, il y avait la Convention de 1945. Elle avait été modifiée à de très 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 nombreuses reprises, je dirais une trentaine de fois. Et ce qui tentait si bien que c'était devenu une sorte de quelque chose de très compliqué à lire, plus du tout plus très adapté aux mineurs, et donc du coup une réforme d'ampleur a vu le jour et elle est entrée en vigueur du coup alors je crois bien au 30 septembre 2021, et donc du coup ça a complètement réformé tout ça. Donc la réforme, après il y a eu des choses qui ont changé, certaines pour le mieux, c'est l'idée. Après il y a toujours un temps d'adaptation pour les appliquer en droit, voilà, pour nous notamment les praticiens. Donc voilà, le cadre juridique désormais c'est cette loi et qui a aussi été codifié donc dans un nouveau code qui est sorti donc en 2022 pour le code qui s'appelle le code de la justice pénale des mineurs, voilà, qui n'existait pas avant. Ok, et justement pour rester sur ce thème, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce nouveau code et ce qu'il change dans la pratique ? Alors, ce qui change, ce serait long d'expliquer tout ce qui change, mais disons que ça part de constat, je crois. Alors après, de mon expérience, ça part de constat qui était que la justice pénale des mineurs était plus vraiment très adaptée. C'est-à-dire que
un mineur, il est mineur jusqu'à ses 18 ans. Et donc, il y a plusieurs régimes. On ne traite pas de la même manière un enfant de 13 ans, un enfant de 16 ans, un enfant de 18 ans, entre 16 et 18 ans. Le problème principal, c'était la longueur de la procédure. C'est-à-dire que moi, j'ai des clients que je défendais, qui ont commis des faits quand ils avaient 15 ans et qui sont jugés quand ils en ont 20, ou quand ils avaient 13 ans, qui sont jugés quand ils en ont 17. Et à l'échelle du développement psychique, mental, de l'échelle de la vie aussi d'un mineur, c'est énorme en fait. Un mineur n'est plus du tout la même personne quand il en a 15 que quand il en a 17, même dans son développement social. Donc en réalité, il y avait une sorte, puisqu'on est encore dans des anciennes procédures qui s'appliquent encore, elles sont nées avant l'entrée en vigueur de la loi, il y a toujours ce côté un peu particulier où j'explique à mon client que oui, il est jugé pour des faits qui datent d'il y a 3-4 ans quand il était une personne totalement différente. Donc déjà, la durée de la procédure qui n'était pas très adaptée, et aussi toujours cette optique, vous savez, quand on est en justice des mineurs, c'est de privilégier l'éducation, l'éducatif, par rapport à la répression, à la sanction. Ça, c'est ce qui bascule quand on arrive très brutalement, d'ailleurs, après 18 ans dans la justice pénale des majeurs. Donc, ce qui change, concrètement, sur ce postulat-là, c'est que la réforme, déjà, a tendance a vocation à raccourcir le délai de traitement d'une affaire, où on va passer, le mineur délinquant va passer très rapidement devant un juge qui va être d'abord se prononcer sur la culpabilité du mineur, donc dans les 10 jours à 3 mois qui suivent, donc c'est déjà très rapide. Et suite à ça, il va avoir une période où il va être entre guillemets mis à l'épreuve pour voir comment il s'adapte et s'il respecte les obligations qui lui sont faites. Et à l'issue de cette période-là, il y aura une audience de sanction. Mais vous voyez, tout ça contracté dans un délai qui est inférieur à 1 an, normalement, ce qui change complètement la donne. Cette présomption de non-discernement pour les mineurs de moins de 13 ans, on voulait avoir ton avis sur ce sujet. Et disons que avant, tous les mineurs pouvaient être présentés à un juge, encourir une sanction pénale. Alors pas évidemment à la même gravité, évidemment, mais c'était au juge, au cas par cas, de décider si le mineur avait ou non, au moment des faits qui lui sont reprochés, la faculté de discernement qui est nécessaire pour poursuivre, à toute poursuite. Et donc, il y avait une sorte de cas par cas où un enfant de 7 ans, il n'y en avait pas, un enfant de 15 ans peut-être, un enfant de 13 ans peut-être, voilà. Et donc là, cette réforme, elle a mis en place une présomption de non-discernement pour les mineurs de moins de 13 ans. Ça veut dire que par principe, aucun mineur de moins de 13 ans n'est pour un juge doté de discernement nécessaire pour connaître la portée de ses actes et pour faire l'objet de poursuites. Ça veut dire que c'est une présomption simple, elle peut être renversée si le parquet démontre de son côté que il avait conscience des faits qui ont été commis, et que le mineur l'a fait en connaissance de cause, même si il le regrette peut-être. Mais en tout cas, voilà, cette présomption de non-discernement peut être combattue par la preuve contraire. Mais en tout cas, c'est une avancée puisque ça protège de principe, en tout cas les mineurs de moins de 13 ans. C'est vrai qu'on ne pouvait que constater certains paradoxes dans la justice pénale des mineurs, où parfois des dossiers allaient très vite parce qu'ils étaient moins graves, ils n'étaient pas instruits et donc ils étaient jugés plus rapidement. Et donc du coup, on jugeait un dossier plus récent avant un dossier bien plus ancien qui lui, j'ai des exemples là où j'ai des mineurs, ils ont eu plein d'affaires, et du coup même, vous savez, dans la pédagogie, dans la compréhension du mineur, il comprend pas, parce que finalement, tant qu'il n'est pas passé devant un tribunal, tant qu'il n'a pas eu sa sanction, on peut pas considérer qu'il est pleinement averti des choses, donc ou conscient des choses. Donc en réalité, les infractions peuvent s'enchaîner sans qu'ils aient été jugés pour la première, alors qu'ils ont pu être jugés pour la 3e, la 4e. Donc il y avait ce problème qui était vraiment réel en termes de pédagogie, parce que l'objectif pour les mineurs, la justice des mineurs, a un objectif de pédagogie pour le mineur. Puis aussi autre chose qui est très important pour les mineurs, c'est tout l'aspect social, éducatif, où on a maintenant toujours un recueil, le RRSE, un recueil de renseignements socio-éducatifs qui sont obligatoires lorsque le juge prend une décision, pour en savoir plus quant au contexte et à la vie du mineur. Et c'est
conditions de vie. Depuis le nouveau code, du coup. Alors, il est obligatoire du nouveau code, mais on l'avait avant aussi. Ça, c'est tout ça. Enfin, en tout cas, moi, depuis que je fais ça, il y était aussi. Ok, donc du coup, on voit justement que ces nouvelles mesures vont un petit peu en contraste avec les volontés qu'avaient certains candidats à la présidentielle de durcir la justice pénale pour les mineurs en créant plus de centres éducatifs fermés. Est-ce que tu penses que ça, c'est une solution ? Loin de moi l'idée de faire de la politique. Moi, ce que je vois, c'est que concrètement, le centre éducatif fermé, le CEF, n'est pas la solution à tout. Loin de là. Un traitement, par contre, du mineur en temps et en heure, encadré par du personnel formé, avec ça, oui, ça peut être une mesure plus adaptée. J'ai pas l'impression qu'il y ait, mais après, je m'en rends peut-être pas compte, mais que le durcissement de la justice des mineurs soit soit la solution. Peut-être l'amélioration, peut-être multiplier les acteurs. On a des acteurs qui sont extrêmement importants, qui sont les éducateurs. Il y a un principe de continuité qui est mis en place de l'intervention où on veut qu'un mineur, il ait le même avocat, le même juge, le même éducateur qui le suive pour qu'il y ait ce principe-là. Ça, pour moi, c'est important et ça permet d'humaniser un peu une justice pour des mineurs qui vont toujours voir le même juge, qui vont toujours voir le même avocat, plutôt que un durcissement qui ne semble pas forcément la meilleure solution. Donc en parlant de l'éducatif et de la question du durcissement des sanctions, quelles sont les différentes sanctions qui peuvent être prononcées par un juge à l'encontre d'un mineur qui a commis une infraction? Quelle est la différence donc entre les sanctions qu'on peut prononcer à l'égard d'un majeur ou à l'égard d'un mineur? Alors, en fait, c'est ça toute la différence avec la justice des majeurs, c'est que principalement, on va vouloir prononcer des mesures éducatives. Qui n'existent pas chez les majeurs. Ces mesures éducatives, elles sont de plusieurs types. Il y en a une seule qui a été regroupée, elle porte le nom de mesures éducatives judiciaires. Et après, il y a des modules, par exemple, le module où on va, le module insertion, où on va l'obliger, par exemple, le mineur, on va vouloir qu'il suive un cursus, une formation, le module santé, s'ils sont sous emprise de stupéfiants, s'ils ont des addictions, une obligation de soins. Un module réparation, on va exiger de lui qu'il répare auprès des victimes le préjudice qu'il a pu causer. Vous voyez, c'est ces modules-là qui s'intègrent dans la mesure d'éducation, de la mesure éducative judiciaire. Et donc en fait, le juge va les prononcer et parfois il va dire je vous fais soit simple, juste là, je la prononce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle doit être suivie par un éducateur. Il a des rendez-vous, il est suivi par un éducateur qui va rendre évidemment des rapports, qui le jour du jugement de l'audience sur la sanction va faire un bilan de cette fameuse période de mise à l'épreuve pour dire il a bien été respecté, il a adhéré, il s'est emparé de la main tendue, auquel cas si vraiment le profil est satisfaisant, on peut, et que la peine le permet, on peut, et que les faits le permettent, on peut prononcer par exemple une dispense de peine, puisqu'on estime que la leçon a été comprise, ou alors le juge peut prononcer une mesure éducative judiciaire avec des modules soins, santé, école comme je vous le disais, réparation, où là il va les cumuler et ça va être une sorte d'obligation pour le mineur de les respecter. Et à l'issue, on fera un petit bilan de ça qui permettra de voir si ça a été utile ou pas. D'où cette période probatoire entre les deux étapes de jugement, c'est-à-dire le jugement sur la culpabilité et le jugement sur la sanction. Ça va être. Ok. Après, il y a d'autres choses. Il y a aussi des avertissements judiciaires, des admonestations. Enfin, dans l'avertissement judiciaire, il y a la remise à parents, l'admonestation, mais principalement, c'est les mesures éducatives. Et après ça, si on veut vraiment des peines, des sanctions, là, il y a les peines de confiscation, des peines donc des stages de citoyenneté, des stages de sensibilisation qui peuvent être prononcés, voilà. Mais c'est avant tout, toujours, quasiment toujours, on a des mesures éducatives judiciaires. Puis après, si vraiment c'est grave, l'enfermement, le CEF, l'éloignement, le placement du mineur, voilà. Les prisons, c'est clairement pas la solution. En tout cas, moi, pour mes mineurs, je fais tout pour leur éviter la détention.
la prison. Donc parce qu'il y a un choc, il y a le choc carcéral, il y a plein de choses. Il y a les gens aussi qu'on va rencontrer, les co-détenus qui peuvent être des moins bonnes influences. Enfin, il y a beaucoup de choses. Donc et puis c'est assez traumatisant pour un mineur. Donc ce qu'on va privilégier, enfin, le CEF est une étape préalable, évidemment qui ne fait pas plaisir, mais parfois, dans certains dossiers, je pense notamment à un client à moi, c'est bénéfique quand il est ça peut être une manière, c'est temporaire évidemment, c'est pas permanent, mais c'est temporaire et ça peut l'extraire d'un milieu qui est nocif pour lui et qui le ramène toujours à des comportements infractionnels et donc le fait d'en sortir et puis souvent c'est assez proche aussi d'un cocon familial qui peut être un peu dysfonctionnel, voire beaucoup. Donc du coup voilà, ça a quand même des bénéfices parfois. Alors maintenant, si tu le veux bien, on aurait quelques questions concernant le déroulement des procédures pénales concernant les mineurs. Alors pour commencer, pourrais-tu nous expliquer comment se déroule la désignation d'un avocat pour un mineur délinquant ? Alors moi je peux vous parler de l'antenne des mineurs. Il y a donc, comme je vous le disais, au barreau de Paris, une antenne spécifique qui s'appelle l'antenne des mineurs, dans lesquelles donc, on est une centaine, 150 avocats qui sommes désignés ou de permanence, ou de permanence garde à vue, ou de permanence déferment, ou de permanence audience devant le juge pour enfants, et où on sera désigné lorsqu'il y aura des mineurs déférés ou gardés à vue ou autres. Donc automatiquement, le mineur, il y a une obligation pour le mineur d'être représenté, d'être assisté par un avocat à toutes les étapes de la procédure. Donc, comme par définition, il n'a pas forcément les moyens de se l'offrir, eh bien c'est l'État qui prend en charge la désignation d'un avocat pour le mineur. Donc, on sera des avocats commis d'office pour le mineur, et donc très souvent, donc il y a des avocats qui sont hors antenne, hors de l'antenne, mais les avocats de l'antenne sont des avocats qui, de principe, comme ça, à première vue, seront désignés pour les mineurs. Voilà, et on reçoit donc concrètement un appel, une désignation par mail, telle date, telle heure, tel mineur déféré, il faut aller prendre connaissance du dossier, il faut aller s'entretenir, il faut aller rencontrer le mineur, ou sa famille éventuellement, et le préparer, et voilà. Ok. Et dans d'autres situations, il est courant aussi que les mineurs fassent leur propre démarche pour obtenir l'assistance d'un avocat ? Alors, courant non. Courant non. Enfin, en tout cas, pas dans mon expérience. Les quelques mineurs qui m'ont désigné, du coup, qui m'ont choisi. Ils m'ont choisi. Déjà, ils sont dans la tranche 16-18 plutôt, et qui m'ont désigné, qui m'ont choisi. C'est parce que voilà, ils ont, pour le coup, eux, un parcours. Il y a pas mal d'infractions à leur actif, et donc ils sont assez habitués, et donc ils ont leur avocat. Mais sinon non, généralement les mineurs prennent les avocats qui sont commis d'office, puisqu'ils en connaissent pas d'autres a priori. On est leur premier contact généralement avec le monde judiciaire. Alors j'aurais une autre question sur le déroulement des procédures pénales pour les mineurs. Et c'est au niveau de la parole. Donc, quelle est la place donnée à la parole des parents et à celle des mineurs dans le cadre de ces procédures ? Déjà, il y a beaucoup de mineurs qui n'ont pas de parents. Ça, c'est une réalité. On les appelle, donc, ils portent le nom de mineurs non accompagnés. C'est des mineurs isolés. C'est des mineurs donc qui sont, comme leur nom l'indique, complètement isolés. Généralement, ils sont issus de. Il y en a qui viennent, par exemple, qui traversent les frontières, qui sont complètement, vraiment dans des situations de déshérence et de totale. Ils sont complètement seuls. Leur famille est restée au pays. Ils attendent un meilleur avenir ici, une formation. Ils ont des espoirs. Ils arrivent dans un état de santé qui est très fragile. Après beaucoup de ils mangent pas à leur faim. Ils dorment dehors dans des squats Donc ça, ces mineurs-là, de base, ils ont pas de parents, ils sont isolés. Et donc la grande difficulté, c'est qu'ils sont non domiciliés, ils n'ont pas d'adresse, c'est de les joindre. C'est donc très souvent, même quand on est leur avocat, notre grande difficulté, ça va être rentrer en contact avec eux, parce que on peut rentrer en contact avec eux, on les rencontre quand ils sont placés en garde à vue, par exemple, ou quand ils sont déférés.
Mais à l'issue de ça, ça peut être difficile, mais c'est pas forcément de la mauvaise volonté de leur part. C'est que ils ont pas de téléphone, ou ils parlent pas français. Très souvent, ils parlent pas français, donc ils arrivent dans un pays où ils peuvent pas trop se géolocaliser, etc. Donc, en réalité, on les perd de vue. Mais donc, dans ces cas-là, les éducateurs jouent des rôles importants quand les mineurs arrivent à adhérer aux mesures éducatives, par exemple. Et sinon, dans un contexte où les enfants sont domiciliés, où les mineurs ont une famille, un cadre familial, bien sûr que les parents, que la famille sont convoqués, sont présents aux audiences, ils sont appelés à s'exprimer, ils viennent en plus du travail éducatif qui vient, mais ils sont vraiment très importants. Et ils sont, alors, en fonction du degré d'implication des parents, de la famille, du fonctionnement familial, hein, mais sinon, ils sont impliqués. En tout cas, les juges aiment et cherchent à voir l'implication des parents, parce que parfois, c'est aussi une absence d'implication des parents qui peut entraîner un comportement problématique du mineur. Donc, c'est, voilà, le cadre, toujours dans l'aspect des mineurs, on cherche à comprendre, et on cherche surtout, parfois on va coupler des mesures pénales, des procédures pénales avec des mesures d'assistance éducative, où on va chercher à aider la famille. Voilà. Et donc, les jeunes dans leur entretien avec moi m'ont fait remonter un peu leur sensation que lors de leur audience, ils avaient pas senti qu'ils avaient eu assez de temps, eux, pour s'exprimer. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez aussi? Ah oui, c'est possible. On essaye je pense que les juges essayent chez les mineurs, au tribunal pour enfants, par exemple, parce que il faut distinguer les cas où il y a des audiences en chambre du conseil, c'est-à-dire dans le bureau du juge, où on est vraiment en tête-à-tête avec le juge, assis, il n'y a pas de procureur, il n'y a pas de parquet, donc il y a les éducateurs, il y a la famille, il y a l'avocat, il y a le mineur, on est tous ensemble, et pour le bien du mineur, pour trouver une solution, on travaille en bonne intelligence, ces audiences peuvent prendre du temps, etc. Et puis il y a les audiences TPE, par exemple, tribunal pour enfants, où là il y a beaucoup de dossiers qui vont s'enchaîner les uns après les autres. Il y a le procureur, il y a un côté beaucoup plus formel, solennel. Le mineur est parfois intimidé, et c'est vrai que c'est bizarrement pas forcément lui qui a le plus la parole. On va faire parler son éducateur, on va parler ses parents, son avocat va plaider, mais c'est vrai qu'ils peuvent avoir le sentiment de pas être bizarrement, c'est vrai que c'est paradoxal, au centre et prendre la parole très longuement pour s'exprimer, quoi, parce qu'on va vouloir comprendre les faits, quoi, et l'impact. On va souvent leur poser la question: est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous n'allez pas en gros vous avez renoncé à toute récidive? Qu'est-ce que vous faites maintenant? En gros, rassurez le tribunal sur le fait que vous n'allez pas reproduire les faits qui vous sont reprochés, vous avez bien compris, et que tout ça c'est du passé. C'est surtout sur ça qu'on va les interroger. Ok, donc est-ce que tu penses qu'on devrait accorder plus de temps de parole aux jeunes durant les audiences? Ça dépend, c'est vraiment du cas par cas. Il y a des audiences où on a le sentiment, nous avocats, en tout cas moi, qu'une audience est bien, qu'un dossier est bien traité en profondeur, que toutes les parties ont eu le temps de s'exprimer, etc. Puis des fois où ça va vite, ça va aussi dépendre de la complexité du dossier. Voilà. Et puis c'est vrai que les mineurs, parfois, ça dépend des mineurs aussi. Il y en a, ils veulent pas parler, ils sont complètement pétrifiés, d'autres qui au contraire prennent la parole, sont formés avec leur avocat, etc. Donc voilà, ça dépend. Mais je pense que, en tout cas, évidemment que le mineur doit avoir la parole dans le cadre de son audience, ça c'est sûr. Bien sûr. J'aurais une dernière question pour ma part concernant ces procédures et ces audiences qui impliquent les mineurs, et c'est par rapport aux difficultés qu'on peut rencontrer en tant qu'avocat pour les représenter devant la justice. Alors on a déjà évoqué la difficulté qui peut se présenter donc avec les MNA, dans la mesure où il peut être souvent difficile de rentrer en contact avec eux. Existe-t-il d'autres difficultés qui te paraissent importantes d'évoquer dans ce podcast? De manière générale, les difficultés, ça va être aussi de gérer avec tous les intervenants, parce qu'on est nombreux intervenants. Il y a les éducateurs, il y a, comme je vous le disais, la famille, etc. Donc de tout se coordonner. Mais c'est très bien en même temps qu'il y ait autant d'intervenants, parce que ça montre tous les aspects
de la justice pénale des mineurs, c'est-à-dire l'aspect éducatif, le suivi, l'aspect quand même un peu répressif avec l'avocat, l'aspect la famille. Donc c'est principalement ça qui va être difficile. Surtout sur les MNA. Après, c'est aussi de faire comprendre aux mineurs. Il y a tout l'aspect pédagogique où nous, notre travail d'avocat, pour le coup, avec les mineurs, c'est de leur faire comprendre, de leur expliquer, voilà ce que c'est. Et puis, surtout, quand leur expliquer parfois la procédure pour leur expliquer comment, dans quel cas ils peuvent s'emparer de ce qui se passe, qu'ils comprennent exactement chaque étape de la procédure. Et parfois, c'est vrai, c'est très difficile à expliquer qu'une audience des faits qui date de 2018 soit pas encore jugée, alors que des faits de 2020 sont déjà tranchés. Vous voyez, c'est déjà des fois ça qui est compliqué, mais passionnant. Donc à l'Alliance, ça fait 1 an et demi qu'on prend part à un programme européen qui s'appelle Clear Rights, qui a pour objectif d'améliorer l'assistance juridique des mineurs en conflit avec la loi. Donc c'est un programme qui se déroule dans 5 pays européens. Donc Kathleen, toi, t'es intervenue à de nombreuses reprises dans le cadre de ce programme. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer en quoi ça consiste Clear Rights et qu'est-ce que t'as pu faire comme intervention dans le cadre de ce programme? Mais le programme Clear Rights, c'est un programme européen qui a pour effet donc de mener une étude un peu comparée de l'état du droit sur la justice des mineurs, la justice pénale des mineurs délinquants. Et pour faire un état des lieux, et puis surtout proposer des pistes d'amélioration et pour à l'échelle européenne, voilà. Et pour donc c'est vraiment quelque chose pour le mieux. Nous avec la France, donc il y a plusieurs pays qui sont impliqués. Nous avec la France, ça intervient dans une période, je crois que d'ailleurs on est le seul pays pour qui ça intervient dans une période de refonte à ce point-là de notre droit des mineurs. Donc c'est d'autant plus à propos. Et nous ce qu'on fait, c'est qu'on travaille, on intervient à plein de niveaux, mais donc avec ma consoeur Noémie Saïdi-Cotier, on travaille, on rencontre des mineurs, on va dans des maisons pour enfants, des mineurs victimes, des mineurs en conflit avec la loi, on rencontre différents intervenants, on essaye aussi, on fait des fiches, on fait des points jurisprudentiels, on fait à tous les niveaux des formations aussi, ou même nous on se forme et on forme derrière. Enfin voilà, ça intervient assez transversal. Et puis on a fait aussi un rapport sur l'état, alors c'était avant l'entrée en vigueur du CJPM, etc., donc du Code de la justice pour les mineurs, mais voilà, on travaille là-dessus. C'est sur 2 ans, ce programme, c'est un programme sur 2 ans. Il a commencé l'année dernière et se termine la fin de cette année-là. L'objectif, c'était vraiment d'avoir à la fin des propositions concrètes d'amélioration. Voilà. Mais nous, ça arrive en plus d'une réforme. Donc, ouais. Pour rebondir là-dessus, et donc du coup toujours sur le programme Clear Rights, donc qui part aussi l'idée de le co-construire donc avec des jeunes qui sont en conflit avec la loi. Tu t'es rendu avec l'Alliance à la maison d'enfants Le Chalet près de Mulhouse en 2021. Puis cette année, tu t'es rendu à Metz il y a quelques mois, toujours dans le cadre du programme pour aller à la rencontre de jeunes et de recueillir leurs paroles sur leur rapport avec la loi. Qu'est-ce que tu as pu retirer de ces expériences? C'est toujours très 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 enrichissant déjà faut aimer ce qu'on fait, donc à partir du moment où on travaille, je fais partie de l'antenne et qu'on est avocat, c'est qu'on aime le contact humain, c'est qu'on aime le rapport avec les mineurs, c'est que c'est des choses qui nous intéressent. Ça apporte toujours énormément d'entrer au contact d'autres mineurs, d'avoir leur feedback aussi, puisqu'il y en a qui clairement dit qu'ils n'étaient pas contents du tout de leur avocat, qu'ils avaient eu des très mauvaises expériences, notamment à Metz quand on y était. Enfin voilà, ils nous ont dit vraiment, nous les avocats, on comprend rien quand ils parlent, ils sont jamais là. Et ça c'est formateur pour nous parce que c'est des pistes d'amélioration concrètes sur ce qu'on peut changer, sur ce qu'on peut soumettre dans le programme Clear Rights, voilà, et puis essayer d'améliorer. C'est toujours très enrichissant, et au-delà de ça, de travailler, de voir des gens qui sont engagés aussi au service des mineurs dans la maison pour enfants, la dernière fois à Metz, ou par ailleurs, même dans le cadre du programme, même à l'Alliance, tout ça, c'est intéressant, c'est bien, c'est de l'engagement en fait. Merci. Et donc on travaille avec 4 autres partenaires.
donc en Belgique, en Roumanie, en Hongrie et aux Pays-Bas sur ce programme Clear Rights. Est-ce que tu penses que il est nécessaire de développer la coopération des avocats au niveau européen, notamment sur la question donc la défense des mineurs en conflit avec la loi, avec par exemple la création d'une clearing house. Donc une clearing house, c'est donc ce qui met en relation des avocats qui vont travailler en pro bono avec d'autres associations. Donc une clearing house au niveau européen pour permettre de mettre en relation des avocats travaillant en pro bono avec des mineurs sur la question des sujets donc transfrontaliers. Évidemment que tout ce qui va se faire dans une vision d'échange, d'amélioration des systèmes juridiques, même internes, mais voilà, il y a des conflits transfrontaliers, il y a plein de choses. Évidemment que chaque avocat qui va pouvoir apporter son expertise, sa petite pierre à l'édifice, moi je trouve ça génial, même à l'échelle aussi des jurisprudences qui peuvent se faire. Le droit comparé, c'est aussi toujours très intéressant parce qu'on peut prendre de certains droits voisins, faire des choses et les implémenter dans notre droit à nous parce qu'on peut s'en inspirer. Ça peut être très très intéressant, tout comme nous on peut inspirer d'autres droits. Donc non, je vois absolument au contraire, ce serait très bien et j'espère que ça va voir le jour. Eh bien, on va pouvoir passer du coup maintenant à notre dernière question, une question signature. Quelles ont été tes motivations en tant qu'avocate pénaliste pour accompagner les mineurs en conflit avec la loi et t'engager, comme tu l'as fait, dans le programme Clear Rights? C'est difficile de répondre à cette question parce que c'est tout l'engagement de ce métier en fait. Je le fais pour les enfants, les mineurs, parce que les mineurs c'est des futurs adultes et que quand on prend le mal entre guillemets à la racine, on peut faire en sorte que ce qui a l'air d'être une mauvaise herbe devienne un très bel arbre. Et c'est un engagement et c'est une conviction personnelle, donc forcément. Mais quand on aime ce métier, on l'aime pour les majeurs, on l'aime pour les mineurs. Moi, ça m'intéresse particulièrement les mineurs parce que par ailleurs dans ma vie personnelle j'ai travaillé toujours avec des enfants, j'ai mon BAFA, mon BAFD, j'ai toujours fait plein de choses auprès des enfants et donc pour moi c'est très important, tout commence par là. Puis ça dit beaucoup la manière dont un pays traite ses enfants, traite de manière générale ses délinquants. Quand on voit les situations carcérales, pénitentiaires de la France, ça en dit beaucoup. Donc voilà, ça me passionne. Et puis après, au-delà de ça, c'est un métier qui est humainement hyper intéressant, hyper gratifiant. Tout ce qui se passe au niveau humain, même les bonnes, les moins bonnes nouvelles, c'est très fort. Donc voilà. Et puis pour Clear Rights, avec l'Alliance, c'est une association qui s'engage. Donc le métier d'avocat, c'est un métier d'engagement, en tout cas moi tel que je le perçois. Donc on s'engage pro bono, bien sûr, pour ça. Et je trouve que, voilà, ça correspond à mes convictions. Merci d'avoir écouté ce podcast sur la justice pénale des mineurs. Nous remercions chaleureusement Madame Cécile Berthaud et Maître Kathleen Taillet pour leurs interventions. N'hésitez pas à nous suivre sur nos comptes Instagram, LinkedIn, Facebook et Twitter pour suivre toutes nos actualités et à consulter les détails de cet épisode dans la barre en description. À très vite pour un prochain épisode.